Donc voilà, c'est le retour de la vengeance des statistiques. Cette deuxième heure du cours de statistique du 28 septembre, 29 pardon, septembre 2020. Et en fait, on était dans les questions à connaître. Donc je continue, puisque là on s'est intéressé à la construction de la probabilité continue, en disant que la probabilité continue, c'était l'intégrale d'une densité. La troisième notion à maîtriser, c'est la notion de fonction de répartition. C'est probabilité illustrée par le graphique. Alors la fonction de répartition, là encore c'est une définition qu'il est utile de connaître. Q3, fonction de répartition. Les Anglais disent cumulative distribution function. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ce que les Anglais disent? C'est parce que ça commence à sortir en français, il y a des gens qui commencent à dire la fonction de distribution cumulative. Bon, en fait, c'est une fonction de répartition. Par définition, la fonction de répartition, c'est la proba qu'une variable aléatoire soit plus petite que l'argument de la fonction de répartition. C'est aussi simple que ça. Et donc, donc quoi? Donc en fait, si on est en continu, c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini à x. Alors là, il va falloir qu'on fasse gaffe quand même. Parce que si j'écris f de x dx, je suis garanti de m'emmêler les pinceaux. Pourquoi? Parce que j'ai du x ici, j'ai du x là, j'ai du x là. Question de quel x parlez-vous? Eh bien, pas de celui-là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on écrive l'intégrale de moins l'infini à x. Ça, on est obligé de l'écrire parce que c'est le même x que là. Mais pour pas confondre deux x dont on ne sait pas lesquels c'est, ben, l'argument de l'intégrale, on va l'appeler dt. L'argument de la fonction de l'intégrale, ou l'intégrant, on va l'appeler dt. Voilà. Donc, si on a une fonction continue, enfin une densité, une variable aléatoire continue, de fait, la valeur de la fonction de répartition, c'est, pour le point x, c'est l'intégrale de la densité de moins l'infini à x, ou si vous préférez, en général, c'est la proba que la variable aléatoire soit plus petite que x. Ça, c'est une définition. Application numérique, ben, en fait, on a l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt avec, vous vous souvenez en fait, f de t, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut en fait moins l'infini, sur moins l'infini à 1, elle vaut 0, plus on va dire sur 1 à x, elle vaut 1 cinquième. dt sur 5, comme ça on limite de la place. Et donc, ça nous fait x moins 1 sur 5. Alors à quoi ça sert ce Gins? En fait, ça sert juste à calculer la proba que la variable aléatoire soit plus petite qu'une certaine valeur. Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a plein de... Enfin, concrètement, qu'est-ce que fait Piketty? Piketty mesure les inégalités. Mais mesurer les inégalités, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la proportion des gens qui gagnent moins qu'un certain revenu, et quelle est la proportion des gens qui ont moins qu'un certain niveau de richesse. Il passe son temps, en fait, à considérer des proportions de gens en dessous d'un certain niveau de richesse. Ou des niveaux de richesse qui sont tels qu'il y a une certaine proportion des gens en dessous de ce niveau de richesse. Alors ça, il se trouve que c'est exactement la notion symétrique. Et la notion symétrique, c'est la notion de quantité. Mais avant qu'on y vienne, je voudrais quand même vous inviter à réfléchir au cas discret, parce qu'on n'y a pas pensé. La fonction de répartition dans le cas discret, on a tout à fait le droit de l'écrire de la même façon. F de x égale... la valeur de la fonction de répartition, c'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à x. Et donc, si on revient à notre cas discret, qui est je lance un dé, d'accord? Mais en fait, si x est dans un 6, la valeur de la fonction de répartition, c'est quoi? Ben, c'est la somme pour i égale 1 à partie entière de x de la probabilité que x soit égal à i. Donc en particulier, f de 1, c'est la proba que x soit égal à 1, c'est donc un sixième. F de 2, c'est
Ça veut dire la proba que x soit inférieur ou égal à 2, donc c'est proba de x égale 1 plus proba de x égale 2. Donc c'est 2 sixièmes, etc. jusqu'à f de x égale 6, enfin f de 6, pardon. C'est donc la somme pour i égale 1 à 6 de proba de x égale i. C'est donc en fait 6 fois 1 sixième, c'est donc 1. Puisqu'après tout, quand vous jetez un dé à cette face, vous êtes sûr de trouver une valeur inférieure à 6. D'ailleurs, vous êtes en train de jouer au dé avec quelqu'un, il vous sort un dé à 6 faces qui vous fait un 8. Vous dites que soit vous avez consommé des trucs qui ne doivent pas être complètement légaux, soit le dé est truqué. Et techniquement, il y a pas de possibilités, d'accord? Bon, donc quoi? Ben donc en fait, ce qu'on est en train de voir quand même, c'est que le calcul de la fonction de répartition, dans les variables à densité, c'est toujours pareil, quel que soit le nombre de cas qu'on énumère. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quand on calcule une fonction de répartition pour une variable à densité, donc pour une variable continue, il faut toujours écrire une intégrale, et puis voilà. Dans le cas des probabilités discrètes, il faut énumérer tous les cas. C'est un peu plus fastidieux. Je vais vous donner un exemple supplémentaire. On considère que n suit une loi binomiale avec n tirages de probabilité p. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut compter tous les gens qui ont une corne, on veut compter toutes les licornes qui sont à l'université. Et on sait que donc, n c'est le nombre d'étudiants et de personnel, donc on va dire c'est 43 000, d'accord? Et p c'est la probabilité que les personnes soient des licornes. Alors on va essayer de simplifier les choses, on ne va pas considérer les licornes roses invisibles, vous savez, les licornes roses invisibles, c'est un grand truc de Wikipédia. Dans les Wikipédiens, il y en a qui croient à l'existence de la licorne rose invisible. Le problème, c'est que moi, j'en ai jamais vu. Mais bon, bref, si on considère que, par exemple, il y a une chance sur 1000 que les gens aient une corne. Après tout, c'est complètement gratuit. Il s'agit simplement de faire un exercice d'application. Le truc, c'est qu'on se demande quelle est la valeur de la fonction de répartition. En gros, quelle est la valeur de la fonction de répartition pour 45? Donc, quelle est la probabilité que n soit inférieur à 45? En gros, on veut savoir quelle est la probabilité qu'il y ait moins de 45, enfin, qu'il y ait 45 personnes ou moins qu'il y ait une corne, de licorne. Voilà, il y a une réponse simple qui consiste à dire que ça c'est de la foutaise et la probabilité c'est 0. Arrêtez de nous gonfler avec vos exercices débiles. C'est une possibilité. Mais là, moi je prends quand même les choses très au sérieux, je vous parle d'un phénomène que j'ai observé longuement avec mon disciple. Voilà, on sait qu'il y a une personne sur 1000 qui a une corne cachée et on peut essayer de calculer la probabilité qu'il y ait 45 personnes ou moins qui ont des cornes de licorne à Paris. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit additionner la probabilité que n est égal à 0, plus la probabilité que n est égal à 1, plus la probabilité que n est égal à 2, plus la probabilité que, etc., jusqu'à n égale 45. Et puis, comme on est des bons probabilistes, on sait que chacune de ces probabilités, c'est donné par la formule de loi binomiale, et donc on a C043 000, c'est dans ce sens-là, C043 000 de P puissance 0, 1 moins P puissance 43 000, plus C1 43 000, P puissance 1, 1 moins P 42 999, plus C2 P 43 000, etc. jusqu'à P égale 45. Non, mais enfin jusqu'à 45. Bon, évidemment, là, on se dit, les fonctions de répartition, ça a été inventé pour torturer les étudiants, parce que c'est quand même un truc à coucher dehors. Déjà, quand vous allez essayer de calculer 1 moins P puissance 43 000, je pense que votre ordinateur va vous dire d'aller jouer à autre chose. Hein, voilà. Donc, en fait, les fonctions de répartition, c'est très clair que ce n'est pas un truc pour les variables discrètes. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas compris, on reprendra un exemple, on essaiera de calculer jusqu'au bout l'exemple, et vous verrez que c'est un cauchemar de faire de la fonction de répartition avec les variables discrètes. Bon, alors question, pourquoi est-ce que je vous enquiquine avec les fonctions de répartition? Réponse, dans les notions à maîtriser, ah non, on me demande pardon un graphique. Il faut faire un dessin. Il faut faire un dessin. Alors, en fait, le dessin, il est le suivant. Et justement, pour l'uniforme, c'est pas inintéressant. Donc on a notre variable uniforme, ça c'est sa densité. D'accord? La fonction de répartition, c'est l'intégrale de la densité.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme on intègre une fonction qui est constante, concrètement, l'intégrale de la densité, ça va être une pente, ça va être une droite de pente constante. D'accord? Pourquoi c'est une droite de pente constante? Parce que l'intégrale de 1 à x, de 1 cinquième dx, enfin pardon, dt, parce que c'est de 1 à x, alors vous le savez, c'est en fait t sur 5 pris entre 1 et x. Donc concrètement, c'est quoi? C'est x moins 1 sur 5. Donc c'est la pente, c'est la droite de pente 1 cinquième. Donc concrètement, l'intégrale, ça va être un truc comme ça. Donc ça va être la pente de f de t. Et donc la fonction de répartition d'une valeur continue, c'est une fonction continue. C'est original quand même. Bon, mais alors ça veut dire que la fonction de répartition est croissante. Question, est-ce qu'elle est toujours croissante? La réponse, si vous avez compris ce que c'est qu'une probabilité, oui. Parce que, concrètement, pourquoi elle est toujours croissante? On considère T1 supérieur à T0, d'accord? Donc f de T1, c'est la proba que x soit inférieur à T1, pardon. F de T0, c'est la proba que x soit inférieur à T0. Question, lequel est la plus grande des deux? La réponse, si x est inférieur à T0, il est automatiquement inférieur à T1. D'accord? Ici, on a T1, ici, on a T0. Hein, on a T1 qui est bien plus grand que T0. Donc si x est plus petit que T0, il est plus petit que T1. En revanche, il y a toute une zone là où x est plus grand que T0, mais plus petit que T1. Donc concrètement, x il peut être entre T0 et T1. Il y a une probabilité qu'il soit entre T0 et T1. Et ils ne sont pas confondus puisque c'est strictement supérieur. Donc si x peut être entre T0 et T1, et qu'il y a une probabilité pas nulle qui soit entre T0 et T1, bah alors la proba que x soit plus petit que T1, elle est forcément plus grande que la proba que x soit plus petit que T0. Donc concrètement, la fonction de répartition, elle est toujours croissante. Ce qui est en fait, dès que vous y réfléchissez 2 secondes, vous vous dites, la proba qu'un truc soit plus petit que 1000, c'est forcément plus grand que la proba qu'un truc soit plus petit que 900. Parce que le truc, il peut être entre 900 et 1000. Alors, il peut y avoir une proba 0, auquel cas c'est inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Mais de toute façon, plus vous considérez les valeurs grandes de la variable aléatoire, plus c'est probable que la variable aléatoire soit en dessous. C'est-à-dire que toutes les variables aléatoires réelles sont plus petites que moins l'infini, mais elles ne sont pas toutes plus petites que 0. Ça paraît clair. Donc de fait, c'est toujours une fonction croissante. Quelle tête elle a en discret? En discret, en fait, si on reprend notre dé à 6 faces, ce qu'on sait, c'est que le dé à 6 faces, d'abord je ne sais pas le dessiner, mais ce n'est pas le problème ici. En fait, il y a une proba 1/6 d'obtenir 1. Ça, c'est aussi la valeur de F1. Il y a la proba que x soit inférieur ou égal à 2, on a dit c'est 2/6, ou si vous voulez, c'est 1/3, ça c'est F de 2. Ensuite, la proba que x soit inférieur à 3, c'est 3/6, c'est-à-dire 1,5, ça c'est F de 3, etc. Bon, donc concrètement, la fonction de répartition, ça va être quoi? Ça va être un truc en escalier qui vaut 0 jusqu'en 1, et puis hop, là ça vaut 1/6 entre 1 et 2, et puis hop, ça vaut 1/3 entre 2 et 3, et puis hop, ça va valoir 1,5 entre 3 et 4, et ainsi de suite. Et donc, à partir du moment où on a des variables discrètes, ça nous fait des fonctions en escalier. Alors les fonctions en escalier, pour faire des équations, c'est horrible, parce que dès qu'on va vous demander quelle est la probabilité, en gros, qu'est-ce qui se passe quand la fonction de répartition est égale à un truc qui tombe entre les deux valeurs que vous avez, vous ne savez pas quoi dire. D'accord? Quelle est la valeur de x pour laquelle la fonction de répartition vaut 0,4? Je ne sais pas, il n'y a pas. Bon, donc en plus, les fonctions de répartition, en gros, les variables discrètes, c'est que des ennuis. C'est que dès qu'on essaye de faire des trucs avec, c'est que des ennuis. Bon, après, il y a des variables qui sont discrètes, donc on est obligé de faire avec. Mais tout à l'heure, si je m'étais demandé
Et ben, c'est quoi la probabilité, enfin, quelle est la valeur du support pour laquelle la fonction de répartition vaut 0,4? Ben, c'est pas compliqué, je fais 0,4 ici, et puis hop, je trace une parallèle avec des abscisses, et puis j'ai un point d'intersection, et puis voilà, j'ai une valeur du support. Là, en discret, je me retrouve avec des marches d'escalier et des contre-marches. Si je tombe sur la contre-marche, ça ne va pas. Si je tombe sur la marche, ça va, mais ça me donne un intervalle. Enfin, bref. Que des ennuis. Je préfère oublier ça tout de suite et passer à la question suivante, dont j'ai déjà oublié ce qu'elle était, mais définir le support d'une variable aléatoire x. Alors c'est vrai qu'on en a parlé cursivement, mais je n'ai pas défini. Donc le support, question 4. Le support d'une variable aléatoire, c'est en fait l'ensemble des valeurs pour lesquelles la densité est strictement supérieure à 0. Ça, c'est pour les variables aléatoires discrètes, pardon, continues, où la loi de Preva est strictement supérieur à 0. Ça, c'est pour les probas discrètes. Donc concrètement, dire la densité ou la loi de Proba est strictement supérieure à 0, ça veut dire c'est les valeurs qui risquent de se réaliser. Donc quand vous observez un phénomène et vous décidez que c'est une variable aléatoire, vous considérez le PIB des pays, le support, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre le PIB d'un pays. Donc concrètement, le support du calcul du PIB, ce n'est pas des nombres négatifs, ce n'est pas des nombres imaginaires, d'accord? En tout cas, ce n'est pas des nombres réels complexes comme partie imaginaire, c'est que des nombres réels. C'est que des nombres réels positifs. Et non seulement positifs, mais alors après, ça dépend si vous comptez en dollars ou en millions de dollars, mais des pays qui ont un PIB de 1 dollar, ça n'existe pas. Bon, alors c'est pas très important, mais parce qu'après tout, on peut prendre R+. Et déjà, on se dit qu'on est linéairement. Donc, en fait, dans R+, on va quand même considérer que les valeurs, on ne va pas aller au-delà de 10 puissance 50, quoi, par exemple. Du moins pour l'instant. Bon, alors, pourquoi c'est important la notion de support? Ben, justement parce que quand on veut savoir si des variables aléatoires continues sont indépendantes, il faut qu'on regarde la forme du support. Il faut qu'on soit sûr que tous les angles du support, s'il y en a, sont des angles droits. Ça a du sens aussi parce que quand on cherche à assigner des probabilités, on voit en fait qu'en gros, le support, c'est l'ensemble des valeurs qui sont possibles. Et donc, autant je vous disais tout à l'heure, mais ça n'a pas de sens de mettre une probabilité uniforme sur toute R, bah, ça n'a pas de sens, mais en revanche, ça a du sens de mettre une probabilité uniforme sur tout le support. Donc c'est important de déterminer quel est le support. Le support, c'est d'autant plus important que le support, c'est ce qu'on peut voir. Alors, quand on fait des vraies stats, l'une des questions qui se pose, c'est quand même, est-ce que ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est l'ensemble des valeurs possibles? Alors, il y a des applications immédiates, à la fois dans les activités d'ingénierie et en finance, d'accord? La question en finance, c'est, est-ce que jusqu'ici, j'ai tout vu? Est-ce que la prochaine crise financière ne sera pas différente de celle qu'on a eue jusqu'ici? En général, si. Donc l'un des problèmes d'avoir une vision complètement rétrospective des probabilités, c'est-à-dire de se dire l'avenir va être comme était le passé, c'est que vous excluez probablement la prochaine crise. Donc du coup, il faut faire attention dans le support qu'on considère. Alors, cela dit, comme en général on considère des lois de probabilité continues avec des possiblement l'infini, de fait on n'exclut pas du support toutes les valeurs. Mais on donne des probabilités très faibles. Enfin, bref, le support, c'est les valeurs que la variable aléatoire peut prendre avec une probabilité non nulle, ou avec une densité non nulle. Donc c'est ce qui peut arriver, quand on considère les variables comme décrivant la réalité. Question 5, définir les notions suivantes, espérance, variance, covariance. Bon, alors, en fait, l'espérance, c'est facile de la définir analytiquement en maths. D'accord? Concrètement, jusqu'ici, comme espérance, que vous avez vu, c'était vous considérez toutes les valeurs possibles
je peux prendre la variable aléatoire discrète, et puis en fait, votre expérience, c'est quoi? Ben, c'est la somme de ces valeurs que peut prendre la variable, on va dire les valeurs du support, multipliées par la probabilité de chacune de ces valeurs. Donc concrètement, si on reprend l'exemple du DSIFAS, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on a une fois la proba de tirer 1, plus 2 fois la proba de tirer 2, plus 3 fois la proba d'obtenir 3 en lançant D, plus 4 fois la proba d'obtenir 4, plus 5 fois la proba d'obtenir 5, heureusement qu'il n'y a qu'un seul D et qu'il a que 6 faces, plus 6 fois la proba d'obtenir 6. Et puis on sait que quel que soit I dans un 6, alors pour le coup de 2 crochets puisqu'on est en discret, la proba que X soit égal à I, elle est la même et elle vaut un sixième. Donc autrement dit, mon espérance, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sixième fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 d'ailleurs. Bon, et donc concrètement, sur 6, j'ai 1 et 2, 3, et 3, 6, et 4, 10, et 5. Je vais y arriver 15, et 6, 21, donc 21 sur 6, ça fait 3,5. Et donc, l'espérance du jet d'un dé, c'est 3,5. Ça, c'est une définition mathématique. Maintenant, empiriquement, ça correspond à quoi? Une question. Parce qu'en fait, il est bien clair que si vous lancez un dé, vous n'allez pas obtenir 3,5. C'est juste pas possible, puisqu'il n'y a pas de trace 3,5. Quand vous lancez un dé, vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais pas 3,5. Si vous lancez 2 fois un dé, bah, c'est possible d'avoir 7, et même en moyenne, enfin le plus souvent vous allez avoir 7, mais vous pouvez très bien lancer 1 et puis 1, donc ça vous fait, vous allez lancer 1 à chaque fois et pas 3,5. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Moi je serais tenté de dire que l'espérance, c'est la moyenne d'un nombre infini de lancers, on va dire de tirage de la VA, de tirage de la variable aléatoire. Alors c'est pas de bol parce que j'avais demandé c'est quoi empiriquement, et là, empiriquement dire on fait un nombre infini de tirages, c'est pas très empirique en fait. N'empêche que je pense que c'est la seule manière de raisonner, d'appréhender ce que c'est que l'espérance sans se gourer. Parce que dès que vous raisonnez à distance finie avec l'espérance, vous allez vous dire bah, c'est la moyenne de on fait 1000 lancers, puis on prend la moyenne des 1000 lancers, enfin vous pouvez très bien faire 1000 lancers du dé, et puis pas obtenir 3500, mais 3501. Et donc du coup, en moyenne, vous avez non pas 3,5, mais 3,501. C'est pas 3,5. Donc la seule manière de réconcilier la définition maths, qui est la somme de la valeur de la variable fois la probabilité d'avoir cette valeur, avec une définition avec des mots, c'est de dire c'est ce qui arrive en moyenne quand on fait un nombre infini de lancers. Et du coup, depuis que je me dis ça, ça m'a un peu, ça m'apporte au moins cette satisfaction de me dire que je vois à quoi ça correspond. C'est important parce que concrètement, ça veut dire que vous fondez sur l'espérance pour prendre vos décisions, ça n'a de sens quand même que si vous répétez suffisamment une action. D'accord? Parce que vous dire, ah ben, mais je vais prendre telle décision plutôt que telle décision parce que la première, elle a une espérance supérieure. En gros, si vous n'entreprenez pas de faire un grand nombre de tirages, l'espérance, ça n'a pas grand sens. Je vais vous le dire autrement, c'est manifeste dans le cas des billets de loterie, enfin, quand vous jouez au loto. Qu'est-ce que c'est l'espérance de... L'espérance mathématique de gagner au loto, on sait qu'elle est négative. Elle est forcément négative, puisque la Française des Jeux paye des gens, fait de la pub et réalise des bénéfices, qui sont appropriés par l'État et par les gens qui ont souscrit à l'augmentation de capital. Enfin, la privatisation de la Française des Jeux. Et donc, évidemment, pour qu'elle paye tout ce monde-là, elle le paye avec l'argent des gens qui jouent au loto. Ça, c'est une manière de dire que l'espérance est négative. Mais l'autre manière de dire que l'espérance est négative, c'est si vous faites la somme de tous les gains possibles avec la probabilité de chacun de ces niveaux de gains, ben vous allez arriver à un truc négatif. Vous.
rassurez-vous, pour la Française des Jeux, l'espérance pour elle est positive. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que cette histoire m'amuse toujours. Il y a quelques années, j'avais fait pour la Commission européenne une enquête sur le trucage des paris sportifs. Bon, ce qui était un sujet récurrent, mais c'était une époque où je m'intéressais aux jeux d'argent, et en particulier, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens jouent. Enfin, je comprends pourquoi les gens jouent, mais je n'arrive pas à l'interpréter autrement que comme une illusion. Et ce qui était intéressant dans cette illusion, c'est que quand vous interviewez des joueurs, ils vous disent tous que, bon, ils gagnent pas beaucoup, mais en fait, l'un dans l'autre, ils ne perdent pas d'argent non plus, c'est-à-dire qu'ils récupèrent à peu près l'ensemble de ce qu'ils misent. Et ça, ils vous diront tous ça. Bon, alors après, il y en a des plus malins que les autres, soit parce qu'ils truquent les matchs, soit parce qu'ils sont plus malins que la Française des Jeux, et ils ont des algorithmes automatiques pour scanner toutes les cotes, etc., donc ils savent s'y prendre. Mais à l'exception de ces gens qui sont quand même extrêmement minoritaires, tout le monde vous dit « ouais, non, mais bon, tous les ans, je récupère à peu près ce que je mets ». À ceci près quand même que les opérateurs de paris en France, ils gagnent sur le dos de ceux qui perdent. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, le produit brut des jeux, la différence entre les mises et ce qui est rendu aux gagnants, c'est 5,5 milliards d'euros par an. Donc, comme tout le monde récupère à peu près ce qu'il gagne, je me dis qu'il doit y avoir un couillon quelque part qui perd 5,5 milliards par an. Je n'ai encore jamais rencontré. Mais je pense malheureusement que le couillon, c'est quand même la mauvaise foi de chacun qui ne peut pas reconnaître qu'il perd. Voilà. Alors, c'est aussi une réflexion sur la sincérité et sur la manière qu'on a de nier ce qu'on fait. C'est une des raisons pour lesquelles je ne préfère pas jouer à ces trucs-là. Bon. J'en reviens à mon affaire. De fait, il est manifeste que l'espérance mathématique d'un billet de loterie est négative. Et pourtant, il y a des gens qui achètent l'espérance mathématique de jouer au loto, du point de vue de celui qui joue au loto, est négative. Et pourtant, il y a des gens qui jouent au loto. Mais la seule manière de réconcilier l'espérance avec l'expérience de chacun, ce serait de jouer toutes les grilles. Et donc là, à ce moment-là, votre gain, il se rapprocherait de l'espérance. Bon, mais ça rendrait aussi le truc parfaitement ridicule, parce qu'on voit bien dans le cas du loto que l'espérance de gain, si vous jouez toutes les combinaisons, elle est très fortement négative. Puisque, en fait, plus vous jouez de grilles et plus vous perdez. Bon, la Française des Jeux va encore me faire des misères. Ceci était simplement pour vous dire que la notion d'espérance n'est pas opératoire comme notion de décision si vous n'envisagez que de faire un petit nombre de tirages. Oui, pardon. Le truc sur les paris truqués, envoyez-moi un mail. Il est sur le site du Conseil de l'Europe, en fait. Mais envoyez-moi un mail, je vous enverrai le texte. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. Il y a tout ce que ça, tous les risques managers de toutes les boîtes de paris sportifs. Voilà, donc en particulier, il n'y a pas de trucs géniaux pour frauder les paris sportifs. Puisque à peu près toute la littérature sur la fraude, elle est suffisamment édulcorée pour ne pas donner d'idées aux fraudeurs. Voilà, bon, néanmoins, si vous m'envoyez un mail, je vous renvoie le truc. Alors, là, on a vu ce qu'il en était de l'espérance dans le cas discret. Dans le cas continu, maintenant, on va réécrire l'espérance dans le cas discret en disant « Oh, l'espérance dans le cas discret, c'est une somme de tous les éléments, pour toutes les valeurs du support, i fois proba de x égale i. » Si maintenant on considère l'espérance d'une variable continue, on va avoir un analogue, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une somme qu'on écrit comme ça. Notre support, en fait, on va tout mettre, d'accord? Et puis ensuite, on va mettre quoi? On va mettre y, f de y, dy. Et puis on voit quand même que ça a à peu près la même forme. Ça a la même forme puisque, bon, on a une somme qui est continue et une somme discrète. On a une somme de valeurs du support multipliée par ce qui est l'analogue de la probabilité, c'est-à-dire la densité. Donc finalement, l'espérance, en termes de variables aléatoires continues, c'est à peu près la même forme que l'espérance en termes de variables aléatoires discrètes. Au passage, j'aurais très bien pu d'ailleurs ici écrire la somme pour i appartient à n, d'accord, de i p de xi égale i. J'aurais même pu écrire la somme pour i appartient à z, ou à r tout entier. Sachant que de toute façon, le support c'est seulement 6 points.
Et donc, puisque c'est, on peut tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le D. Donc, sans perte de généralité, on peut mettre la forme qu'on veut à la somme. Bon, ici, d'ailleurs, quand on va faire le calcul, donc ça c'était une définition, et quand on fait l'application numérique, on a certes l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y, f de y, dy, mais nous, si on reprend notre variable continue, entre 1 et 6, ce qu'on sait, c'est qu'entre moins l'infini et 1, on intègre 0. Entre 1 et 6, on intègre 1 cinquième dy, donc dy sur 5. Et entre 6 et plus l'infini, on intègre 0 dy. Alors ici, je n'ai pas écrit 1 cinquième dy, j'ai écrit dy sur 5, ce qui est exactement la même chose que d'écrire 1 cinquième de dy. Ça prend un peu moins de place, et donc je le tiens sur ma ligne. Ça vaut 0. Ça vaut 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc l'intégrale de 1 à 6 de dy sur 5. On veut une primitive de 1 cinquième. Ben, en fait, une primitive de 1 cinquième, c'est y, d'accord, sur 5. Donc ça, on va dire que c'est y sur 5 pris entre 1 et 5. Et donc c'est y sur 5 pour y égale 5 moins y sur 5. Sauf que je me suis trompé parce que c'était pas pour y égale 5, mais y égale 6. Excusez-moi. Décidément, j'arrive pas à me relire tellement j'écris mal. Y égale 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a 6 moins 1 sur 5. C'est-à-dire que je me suis trompé parce que j'ai oublié une chose essentielle. Excusez-moi. C'est que j'ai oublié ici le y qui était là. C'est sûr que si j'intègre seulement la densité, je trouve 1. Ça, on sait. On vient de le faire pendant des heures. Mais là, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser. Donc, je vais bien barrer pour dire que j'ai oublié mon y. Et j'avais oublié y. Donc, l'espérance de y, on l'a dit, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y, f de y, dy. C'est l'intégrale de 1 à 6 de y, dy sur 5. Et donc, on cherche une primitive de y sur 5. Alors, une primitive de y sur 5, c'est y2 sur 10. Puisque y2 sur 10, quand on dérive, c'est 2y sur 10, donc y sur 5. D'accord? Donc, y2 sur 10 est une primitive de y sur 5. Et du coup, mon espérance de y, qui vaut donc l'intégrale de 1 à 6 de y dy sur 5, là je me répète abominablement, mais juste pour garder le fil, c'est en fait le crochet avec y2 sur 10 entre 1 et 6. Donc c'est y2 sur 10 pour y égale 6, moins y2 sur 10 pour y égale 1. Donc c'est en fait 36 moins 1 sur 10, c'est-à-dire 3,5. Et donc on a trouvé la même chose que tout à l'heure. Ce qui est absolument téléphoné en fait quand on y pense. Parce que quoi? Parce que 3,5, si je refais un petit crabouillage ici dans un coin, pour ne pas changer mon transparent, j'ai une loi uniforme sur 1,6. 3,5 c'est quoi dans 1,6? 3,5 c'est en fait 1 sur 6, 1 plus 6 sur 2. C'est tout simplement le milieu du segment. D'accord? C'est-à-dire que ça et ça, c'est égal. La distance entre 1 et 3,5, c'est 2,5. La distance entre 3,5 et 6, c'est 2,5. Donc 3,5, c'est vraiment le milieu du segment 1,6. Alors en fait, quand on y pense, une loi uniforme sur un segment, c'est vrai que si vous avez la même probabilité d'avoir n'importe quelle valeur dans le segment, en moyenne, vous êtes au milieu. C'est plutôt intuitif. Et ce qui est plutôt intuitif aussi, c'est en fait que les formules sont les mêmes, sauf que dans un cas, on a une somme discrète, donc on l'écrit avec un sigma, et dans l'autre cas, on a une somme continue, et donc les sommes continues, par convention, on les écrit avec un S qui est le signe d'intégration.
Bon, et donc là, la différence entre l'espérance en discret et l'espérance en continu, c'est juste lié à la nature de la question qu'on traite. Enfin, pardon, c'est juste lié à la nature du formalisme. Ah ben, j'ai oublié ma définition d'espérance, tiens, enfin, peu importe. Et si maintenant, on se demande ce qu'il en est de la variance? Et bien justement, ça tombe bien parce qu'on soit dans les définitions littéraires, parce que autant l'espérance, bon, ça paraît bizarre, la moyenne d'un nombre infini de tirages, mais finalement, c'est ce qui est le plus confortable pour interpréter ça avec des mots. Qu'est-ce que c'est la variance? Si on la définit, c'est espérance des carrés des écarts à la moyenne. Autrement dit, la somme pour I de quoi? Les carrés des écarts à la moyenne, ben en fait, c'est P de x égale I moins E de x au carré. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Ben, on s'intéresse à ça parce que on veut s'intéresser à la manière dont la variable est elle-même dispersée. On va prendre un exemple simple, directement applicable au cours de statistique. On va considérer deux étudiants qui ont 10 de moyenne. D'accord? Jojo, il a 10 de moyenne, parce que ses notes, c'est 0, 20, 0, 20. Et Lulu, il a 10 de moyenne, parce que ses notes, c'est 10, 10, 10, 10. Donc dans le cas du 10, 10, 10, 10, la variance, elle est facile à calculer, puisque, en fait, comme E de x est égal à 10, si on calcule la somme de 10 moins E de x au carré, d'accord? Donc 1 quart de 10 moins E de x au carré plus 1 quart de 10 moins E de x au carré plus 1 quart de 10 moins E de x au carré. Ça nous donne 0, puisque en fait chacun des termes de la somme, il est égal à 0. Et là, Lulu, on sait qu'il est constant dans l'effort, c'est pas un élève brillant, mais bon, il a toujours la moyenne. Quoi qu'il arrive, l'année où il y a un tremblement de terre, il y a le coronavirus, ses parents meurent, il se fait retourner par un camion, il est agressé par des zombies avec des tronçonneuses, mais qui ne bouge pas, il est toujours 10. Donc on se dit quand même, c'est quand même extraordinaire parce que, quoi qu'il arrive, le mec il a toujours 10. Et puis il y a Jojo. Alors Jojo, je veux dire, j'ai quand même un problème, c'est qu'il a toujours 20 autour à la maison, il a toujours 0 sur table. Bon, il me dit toujours que c'est que ça n'allait pas bien, il a été attaqué par des zombies et des tronçonneuses, des trucs qui n'arrivent pas très souvent, mais lui, on se dit quand même qu'il y a un peu un problème de dispersion de ses notes. Bon, et la variance, ça va nous permettre de mesurer la dispersion de ses notes. Pourquoi? Parce que si on calcule la variance pour Jojo, ce qu'on voit, c'est qu'on a 1 quart de 0 moins E de x au carré. Ben, en fait, E de x, c'est 10. Donc en fait, ça nous fait 10 au carré. Plus 1 quart de 20 moins E de x au carré. Ça, c'est encore 10 au carré. Etc. Donc au bout du compte, la variance des notes de Jojo, ça va être 4 fois 1 quart fois 10 au carré, c'est-à-dire 10 au carré. Bon, et donc autant la variance des notes de Lulu, c'est 0, autant la variance des notes de Jojo, c'est 100. Alors qu'en penser? Bon, moi j'ai pas besoin d'être prof de stats pour vous dire que Jojo, il y a un truc qui va pas. Soit il a un trac extrême qui bloque complètement, c'est la peur de gagner, il n'y arrive pas, et il n'arrive pas à se concentrer quand c'est un exercice sur table, soit sa grand-mère est super forte en stats et lui il n'en prend pas eu. Enfin, c'est les deux scénarios plausibles. En tout cas, la variance indique quelque chose. Alors que Lulu, manifestement, c'est quand même un type qui a une stabilité émotionnelle en béton armé, même quand le projecteur s'arrête, il continue. Et donc, il n'y a pas de variance dans sa note, et donc on se dit quand même que le type, manifestement, c'est son vrai niveau.
Bon, mais la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on considère les carrés des écarts à la moyenne, et pas simplement les écarts à la moyenne. Alors évidemment, là, on ne va pas voir grand-chose, parce que j'ai encore oublié d'éteindre le projecteur, mais il suffira que je le dise, et on repartira là-dessus au début du prochain cours. Si vous considérez simplement les écarts à la moyenne, bah, il suffit d'écrire une moyenne, et les écarts à la moyenne, ils s'annulent. Parce que, en fait, tout simplement, l'espérance, c'est la somme des réalisations de la variable aléatoire pondérée par leur probabilité. Donc si vous écrivez la somme des écarts à la moyenne, ben en fait vous allez avoir la somme des valeurs de la variable multipliée par leur probabilité, plus la somme des espérances multipliée par des probabilités qui va à 1. Donc vous allez avoir l'espérance moins l'espérance. Donc ça vous donnera 0. Alors que dans le cas de la variance, vous allez... Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les valeurs qui sont au-dessus de l'espérance vont se neutraliser avec les valeurs qui sont en dessous. Alors que si vous prenez le carré des écarts, ce que vous voyez dans l'exemple de Jojo et Lulu, c'est que les notes qui sont au-dessus de la moyenne, elles ajoutent certes au carré des écarts, mais les notes qui sont en dessous aussi, puisqu'on prend les carrés. Donc on supprime les signes, enfin on met tout en signe positif. Donc l'intérêt des carrés des écarts à la moyenne, c'est que ça nous donne vraiment la dispersion. Et que ça nous donne, justement, on voit bien Lulu, pas de variance, puisqu'il a toujours la même note. Jojo, valence maximale, puisqu'il a des notes qui sont dispersées entre 0 et 1. Bon, et donc la variance, c'est un indicateur de dispersion des notes, enfin un indicateur de dispersion de la variable aléatoire qu'on étudie. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul ou le meilleur, c'est juste que c'est un qui est relativement facile à calculer. Alors même si là ça ne va pas absolument de soi, la semaine prochaine on verra une formule générale de calcul de la variance qui nous épargnera de difficultés. Voilà, merci de votre attention. Bonne semaine et à la semaine prochaine.